J'ai frôlé la mort. Chaque jour est important. Je veux plus me polluer l'esprit avec le quand dira-t-on, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu rentres dans telle case et tout. Et donc du coup tout ça, j'ai monté, je sais pas moi, je peux pas dire, j'ai fait toute ma personne sur ça en fait. Et mon prénom c'est Gwenaëlle, mais je me reconnais que dans le prénom de Gwen parce que Gwen c'est la personne que je suis. Alors salut, moi c'est Gwen, je suis mère, je suis agent administratif et à côté de ça j'ai des passions. Donc j'ai commencé par la photo, je ne suis pas restée longtemps dans la photo, j'ai été dans la vidéo ensuite. Et donc j'ai fait des clips, j'ai tourné des concerts, j'ai été aussi réalisatrice pour une émission culinaire. Ensuite, j'ai un peu arrêté tout ça et je me suis un petit peu plus concentrée sur moi-même. Et en fait, aujourd'hui, je suis chroniqueuse et modèle aussi dans la mode. Je fais des shootings, des défilés. J'ai fait derrière moi l'Afro Fashion Week. Donc pour parler un peu de mon parcours, brièvement, moi j'ai été mère très jeune. J'avais 20 ans quand j'ai eu mon premier enfant. Et ma vie s'est stoppée à ce moment-là parce que forcément j'ai dû faire ma vie de mère. Et donc du coup, c'est pourquoi je vous dis ça, c'est parce que c'est important dans le sens où ça fait de moi la femme que je suis, puisque maintenant j'ai déjà un certain âge et je vis ma vie maintenant en fait, et que c'est très important. Et ça contribue au mindset que j'ai où il faut vraiment vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Donc pour sauter un peu dans mon parcours, en 2015, j'étais dans une année de dépression complète. Je sortais d'une grosse déception amoureuse où j'avais laissé mes plumes et je me préparais en même temps à un parcours pour la prise en charge d'une opération de chirurgie bariatrique, donc une opération contre l'obésité qu'on appelle la sleeve gastrectomie, où on coupe une partie de l'estomac. Donc du coup, pendant ce parcours, on m'a également détecté donc une comorbidité, qui est donc l'apnée du sommeil. Donc j'ai dû être appareillée sous machine respiratoire pendant 6 mois, à cheval avant l'opération et après l'opération. Donc ça a été très très dur pour moi cette période, parce que cette période en fait, comme je vous ai dit, j'étais dans une totale dépression, donc du coup je ne sortais pas du tout de chez moi, je restais toute la journée chez moi et je ne sortais que pour aller travailler, mais en mode vraiment forcé. Et je ne répondais plus aux messages, j'avais coupé les ponts avec tout le monde en fait, je voulais vraiment plus parler, je me concentrais sur l'opération. Arrive décembre 2015, où je rentre à l'hôpital donc pour subir cette opération. Je ne devais rester que 4 jours à l'hôpital, mais c'est pas ce qui s'est passé malheureusement, puisque l'opération s'est très très mal passée. J'ai donc été opérée et donc suite à l'opération, j'ai eu beaucoup de douleurs. Et moi, malheureusement, je ne me suis pas plainte de ces douleurs. Ça, c'est dû à mon éducation, hein, toujours cette histoire où il faut encaisser et pas se plaindre. Et donc du coup, le problème, c'est qu'en restant pendant 3-4 jours avec mes douleurs, il s'est avéré qu'en final, j'ai eu une fistule, comme un trou dans l'œsophage. Et du coup, ça s'est infecté parce que je n'ai pas réagi. Et donc du coup, je me rappelle d'un matin où un docteur est arrivé, donc un autre chirurgien, pas celui qui m'avait opéré, qui s'est rendu dans ma chambre avec une multitude de petits jeunes, d'étudiants en médecine, et qui me regarde à 6h du matin. Moi, j'avais vraiment la tête, vraiment, j'étais plus là, quoi. Et il m'a demandé, mais Madame Templier, qu'est-ce que vous nous faites et tout, parce que comme je ne m'étais pas plaint et comme on ne savait pas ce que j'avais, donc forcément, je ne savais pas moi-même répondre à cette question. Donc j'ai subi une multitude d'examens. J'ai donc été aussi transférée, puisqu'on m'a donc détecté une fistule, donc, et j'ai donc été transférée dans une clinique pour les ratés de chirurgie. Je venais à peine d'arriver dans ma chambre, ça faisait comme 10 minutes, et l'aide-soignant qui m'a installée dans ma chambre donc m'a dit qu'une personne qui avait subi la même opération que moi était morte 1 heure avant mon arrivée donc, au bloc opératoire. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne comprends toujours pas, je sais que ça peut choquer, mais je ne comprends pas pourquoi il m'a dit ça. Mais je me dis que sûrement c'était sa manière à lui de me dire il faut tenir bon, parce que c'est vrai que quand je suis arrivée dans cette clinique, j'étais vraiment au plus bas. Le moral au plus bas, je faisais que de pleurer, je regrettais d'avoir fait cette opération.
Et du coup, je sortais vraiment, j'étais arrivée à un point où même pour parler, j'avais du mal à parler, hein, vraiment. Je n'envoyais que des textos, ou je ne répondais pas aux appels qu'on m'appelait quand j'étais à l'hôpital. Et donc du coup, pour la petite anecdote un petit peu trash, c'est que quand je suis arrivée à cette clinique, j'avais des tuyaux partout. Et il n'était plus possible pour moi d'aller aux toilettes, hein. Je ne pouvais plus aller à la selle, faire pipi ou autre, on me faisait faire pipi au lit. Et la selle, ça passait dans des tuyaux. Le problème, c'est que ces tuyaux passaient par ma bouche. Et du coup, j'avais des matières fécales dans ma bouche. Donc, je bouffais, pour le terme. Et donc, du coup, ma copine arrive. Je me retrouve dans la chambre toute seule. Ma copine arrive, celle qui m'a accompagnée pendant cette période très difficile de ma vie. Et m'a vue en train de pleurer. Et puis, elle me demande qu'est-ce qui se passe. Et je lui raconte ce truc-là. Et je lui dis en même temps, mais tu te rends compte, j'ai dû... Je regrette d'avoir fait cette opération et tout. Elle s'est mise à crier sur moi dans le sens mais pourquoi t'as fait ça et tout. Je lui en veux pas parce que je sais qu'elle sûrement elle devait se sentir désœuvrée par rapport à ma peine et le fait que j'étais misérable et qu'elle savait pas quoi faire, quoi dire. Donc du coup c'est vrai que voilà quoi. C'était compliqué. Donc je me suis fait opérer. Je retourne dans l'hôpital où j'étais à la base puisque j'étais à Clamart. Et moi, pensant que j'étais tirée d'affaire, c'était réglé. Le seul problème, c'est que cette fistule qui a duré pendant 4 jours avant que je puisse passer au bloc, a fait des sous-maladies, ce qui fait que je suis repassée comme 4 à 5 fois encore au bloc opératoire. En fait, à chaque fois que je pensais que c'était bon, on revenait dans ma chambre, on me disait « Madame Templier, il y a encore quelque chose, il faut retourner ». Donc c'était compliqué. Puis il y avait des chirurgiens qui m'opéraient, parfois c'était des élèves en médecine, c'était compliqué. Donc pour un peu plus synthétiser le tout, c'est que je suis quand même restée 3 semaines à l'hôpital, 3 semaines et demie à l'hôpital. J'ai passé mon Noël, mon jour de l'an. Et je me rappelle que c'était le Noël, c'était l'hiver où il faisait 20 degrés en France. Je regardais les infos, je me disais, mon Dieu, je voyais les gens en short à Paris et tout. Et moi, j'étais sur un lit d'hôpital et tout. Et donc, j'ai fait aussi mon anniversaire. Je me rappelle aussi que pour Noël, il y a une dame qui est passée dans ma chambre. Ça devait être une bonne sœur, je pense, une religieuse, et elle m'a donné une bougie pour me dire joyeux Noël et tout, mais moi je l'ai regardée en mode mais elle se fout de moi et tout. Je l'ai regardée en mode vraiment madame, c'est pas le moment, mais bon, c'était son devoir, elle devait le faire, il n'y a pas de souci, aujourd'hui je lui en veux pas. Il s'est avéré que je suis sortie de l'hôpital et encore c'est sous menace parce qu'en fait, avec tout ce qui m'était arrivé, j'avais peur de manger. Et je me rappelle d'une aide-soignante antillaise qui m'a dit « Ah, Madame Templier », elle m'a dit en créole « Ah, Madame Templier, vous voulez pas sortir? Vous voulez pas manger? Bah, ne mangez pas, vous allez jamais sortir. » Et j'ai fait « Bon, bah, madame, je vais manger. » Mais cette période d'hôpital a été très dure parce que j'ai aussi eu droit aussi à des infirmières assez méchantes qui n'acceptaient pas le fait que je souffre. Mais pourtant, je suis vraiment pas la patiente chiante, hein. Vraiment, j'essaie de beaucoup prendre sur moi, mais je me rappelle avoir eu une dame, c'était l'infirmière de nuit. À chaque fois que je la voyais la nuit venir dans ma chambre, je me disais « Oh, la dame, elle va me faire la misère ». Et je me rappelle d'un geste qu'elle avait fait, je me dis « Elle doit avoir un cœur noir hein, pour faire ça », parce que c'était vraiment dur. Je sais que la perf me faisait mal. Et je crois qu'en fait, la perf me faisait mal, mais en même temps, il y avait de la morphine qui passait dans le tuyau. Et je lui dis, mais madame, j'ai mal, je sens rien. Je ne sais pas si ça marche. Et je me rappelle qu'elle a pris un ciseau et qu'elle a appuyé sur le tuyau. Elle a fait boum. Et ça m'a fait une douleur. Et c'était affreux, surtout moi qui est sensible à la douleur. Et je lui ai dit, mais madame, ça me fait mal et tout, vous m'avez fait mal. Et elle a recommencé et elle m'a même pas un truc. Et elle m'a regardé avec un regard noir. Et je me suis dit, tu te rends compte qu'il y a des gens qui font ce genre de métier, il faut vraiment faire ça par vocation et avec le cœur. Et les gens font ça avec le cœur, avec la méchanceté et tout. Et après, j'ai arrêté de me plaindre parce que à chaque fois, je tombais sur elle la nuit et c'était compliqué. Alors, pour raconter une autre anecdote que j'ai vécue, c'est des anecdotes marrantes, hein, mais à l'époque, c'était pas marrant. Je me rappelle qu'effectivement, je pouvais plus, donc comme je vous avais dit, aller à la selle toute seule, je ne pouvais plus faire pipi toute seule, je ne pouvais pas marcher. Et je me rappelle qu'une nuit, voilà, et je me rappelle que je ne sentais même pas que je faisais. Et c'est quand les aides-soignantes rentraient dans ma chambre qui sentaient l'odeur, ils disaient mais Madame Templier, tout, on va devoir vous laver, changer vos draps parce que vous avez fait
vous avez fait sur vous-même. Et puis du coup, moi je disais, mais madame, j'ai rien senti. Bref, donc voilà, donc j'ai fini donc par rentrer chez moi, donc suite à la menace de l'aide-soignante. Il faut savoir que j'avais la mobilité d'une femme de 90 ans. Je pouvais pas marcher, je me rappelle que c'était mon fils qui avait je sais plus quel âge à l'époque, qui était adolescent il me semble, qui me faisait faire ma marche dehors parce qu'on m'avait dit surtout pour éviter tout ce qui est embolie pulmonaire et tout, de beaucoup marcher. Donc je tenais mon fils par le bras et on faisait le pâté de maison et puis on marchait très lentement, c'était un pas par un pas, un pas par un pas. Ça a été vraiment très dur pour moi parce qu'une personne comme moi qui est très active, le fait de se sentir vraiment comme rien en fait, et vraiment en plus de tenir mon fils comme si c'était lui mon parent, ça a été très dur pour moi au niveau de ma fierté. Et donc du coup j'ai dû faire une convalescence de à peu près 2-3 mois. Mais pendant ma période où j'étais couchée à l'hôpital et pendant cette période de convalescence, je me suis dit plus jamais, au grand jamais de ma vie, j'arrive dans cet état d'esprit, dans cet état d'être, plus jamais, que je redescende aussi bas, plus jamais de ma vie. Et donc du coup, j'ai repris du poil de la bête parce que moi j'ai un mindset qui est assez fort de par mon éducation. Donc je peux tomber quelques jours, mais j'arrive toujours à reprendre le dessus en fait parce que c'est important. Et donc je perds du poids, parce que j'ai quand même perdu 40 kilos. J'en ai perdu une partie de mes dents. J'ai perdu mes cheveux à cause de ça parce que la perte de poids était trop violente. Mais le problème de cette opération, c'est que ça m'a laissé des séquelles à vie. C'est-à-dire que même au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus manger comme une personne normale parce que j'ai tous les problèmes, tout ce que j'ai eu au niveau de l'estomac, ce qui fait que mon estomac n'a pas repris une taille normale. Il a pratiquement la même taille que quand j'étais à l'hôpital. Donc malheureusement, je ne vais plus au restaurant. Ça m'arrive d'y aller, mais je n'y vais pas parce qu'au final, je suis plus en perte d'argent qu'autre chose parce que je n'arrive jamais à terminer mon assiette. Et donc du coup, voilà, j'ai repris ma vie en main. Et là, j'ai fait un gros travail sur moi-même, dans le sens où, comme je me disais que c'était plus possible d'arriver jusque-là, je me suis dit, Gwen, en fait, quand il n'y a personne qui peut t'aider, il n'y a que toi qui peux t'aider. Donc je me suis construit vraiment un mindset où je me suis auto-coachée avec cette rage de vivre, cette rage de plus jamais connaître ça, cette rage je sais pas moi, de juste de sortir de tout ça. Et du coup, j'ai monté ma vie pour faire en sorte que certes, j'ai mes défauts. Je suis pas à poids plume, je suis black. Peut-être pour quelqu'un ça peut être un handicap. Moi c'est ma fierté et je pense que c'est pour pas mal de gens aussi. J'ai un style atypique, j'ai choisi de raser mes cheveux. Je suis assez extravagante, mais voilà, j'ai fait en sorte d'être cette personne que je suis aujourd'hui et que j'assume totalement. Parce que voilà, dans ma tête c'est chaque jour, du fait que j'ai frôlé la mort, chaque jour est important. Je veux plus me polluer l'esprit avec le qu'en dira-t-on, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu rentres dans telle case et tout. Et donc du coup tout ça, j'ai monté, je sais pas moi, je peux pas dire, j'ai fait toute ma personne sur ça en fait. Et mon prénom c'est Gwenaëlle, mais je me reconnais que dans le prénom de Gwen parce que Gwen c'est la personne que je suis. Et après ça a ses inconvénients parce que le fait que je me suis boostée moi-même pour être la personne confiante que je suis, les gens ont tendance à croire que moi je suis née juste comme ça et que j'ai pas galéré dans la vie pour être ce que je suis. Et comme je suis quelqu'un d'assez solaire et assez apparemment charismatique, ça m'emmène bien souvent des problèmes dans ma vie parce que les gens pensent ils pensent que moi je suis Wonder Woman, que j'ai pas de soucis dans ma vie, que malgré que je sois toujours souriante, parce que j'ai pas envie de devenir une femme aigrie. Et du coup, les gens qui ont des problèmes de envier les gens, jalouser les gens qui ont un manque de confiance en eux total, ont tendance à me prendre en grippe. Parce que ça, vraiment, que la jalousie et l'envie, c'est vraiment le gros problème de ma vie, en fait. Et du coup, ces personnes-là, au lieu de se dire, bon, je vais pas raconter mon parcours à tout le monde, en fait, parce que bon, ça, c'est ma vie. Mais au lieu de faire le choix de changer, de dire non à tout ce qu'on nous impose dans la vie,
Les gens choisissent la facilité et puis vont s'attaquer aux gens qui sont cet état d'esprit, mais qui sont passés par des traumas. Moi, ce qui m'a choqué dans mon épreuve, ce qui m'est arrivé, puisque en fait compte, c'est qu'aujourd'hui, que je remarque à quel point j'étais pas bien à l'époque, puisqu'à l'époque j'étais dans ma souffrance, je pouvais plus parler, voilà quoi, j'étais dans cette survie. Et les personnes, en fait, des gens sont venus me voir à l'hôpital et je me rappelle d'une amie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne sait pas que je sais ça, mais c'est vraiment un témoignage qui m'a choquée. C'est une autre amie qui m'a raconté ça. Elle était venue me voir à l'hôpital et effectivement, du fait que je ne pouvais pas parler, je parlais avec les yeux. Et elle me posait des questions et je lui répondais par un clignement des yeux ou 2 clignements des yeux, ou un hochement de la tête, parce que même bouger la tête, c'était difficile. Et cette personne-là donc était venue me voir à l'hôpital et avait subi des embouteillages. Elle avait subi comme 1h30 d'embouteillage pour venir me voir. Et c'était au moment où j'étais le plus bas, vraiment le plus bas, là où vraiment je ne savais pas si j'allais sortir de là. Et elle est sortie de l'hôpital, elle a dû rester que 10 minutes, hein, je crois que je me rappelle, elle n'est pas restée longtemps, 10 minutes. Elle est sortie de ma chambre et elle a appelé une autre amie à moi. Et c'est cette amie qui m'a dit ça bien des années plus tard, qu'elle s'est retrouvée dans les embouteillages en sortant de l'hôpital et elle s'est mise à pleurer en appelant cette amie en disant « Tu te rends compte, je viens de voir Gwen », Gwen qui est toujours une fille pétillante, une fille qui est souriante et tout, je l'ai vue, je reconnais pas Gwen, en fait c'est pas Gwen, et elle s'est mise à pleurer. Donc aujourd'hui elle sait pas que je sais ça, et du coup ça m'a fait vraiment de la peine, parce que c'est vraiment là, je me suis dit mais je devais vraiment être affreuse, et je me rappelle même ma mère qui m'a dit aussi des années plus tard, qui me disait que ma mère vit en Guadeloupe, donc je la vois pas très souvent, et je crois que ça faisait même 10 ans que je l'avais pas vue, quand j'avais subi cette opération. Elle disait que elle préparait, elle faisait et défaisait sa valise tous les jours, dans l'optique en fait de venir m'enterrer en France en fait. Et moi ça m'avait choquée quand elle m'a dit ça, parce qu'elle m'a raconté ça peut-être 3 ans après, et je me dis mais pourquoi avoir attendu autant de temps, mais bon, c'est ma mère, et voilà, et je me dis mais vraiment, cette épreuve a été terrible pour moi, mais elle a dû être terrible pour les gens qui m'entouraient en fait, et c'est vraiment un... Je pense que tout ça aussi, ça a contribué pour encore plus me battre encore aujourd'hui. Et voilà, et il est important qu'en fait, quand on se dise que, comme je vous ai dit, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. On nous impose d'être comme ci, comme ça. Il faut arrêter avec ça. Il faut assumer d'être ce qu'on est. Mais avant toute chose, il faut faire la paix avec son cœur, parce que ça, c'est important. Si vous ne faites pas la paix avec votre cœur, vous ne pouvez pas avancer. Je vous dis ça parce que moi, mon parcours... Aujourd'hui, si je le partage, c'est parce que moi je suis passée par là, et je vois des gens qui sont enfermés dans ces prisons psychologiques, qui se sont mis dans leur tête et qui n'arrivent pas à avancer. Et c'est important pour moi de vous dire que vraiment, il faut sortir de là. La vie, elle est déjà dure. Il faut être souriant à la vie. Si vous ne vous donnez pas les moyens d'être souriant à la vie, vous allez mourir avec des regrets. Et c'est tellement dommage. Et on s'en fout de ce que les didactes, de la mode notamment, du poids. On s'en fout du qu'en dira-t-on, on s'en fout de « oh, cette personne, elle n'est pas comme les autres ». Le plus important, c'est votre bien-être intérieur et ce que vous ressentez et comment vous voulez appréhender la vie, en fait. Et ça, c'est très important. Et moi, c'est quelque chose vraiment... si je peux accompagner des gens dans cette démarche, c'est quelque chose qui me plairait. J'invite chaque femme qui veut faire la paix avec soi-même, qui veut faire sortir toute la femme fatale qui en est, gagner en confiance, être sûre d'elle, de suivre ses cours. Donc voilà.